VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de Washington Forum. Le 8 juin marque la journée mondiale des océans. Ce jeudi, nous parlerons donc de la conférence internationale de l'ONU dédiée à l'océan, la première dans l'histoire de l'organisation. Les représentants des États et des différents secteurs maritimes du monde entier se rassemblent cette semaine à New York. L'objectif, comment préserver les mers et les océans, quel rempart face à la montée des eaux pour sauver les côtes ouest africaines par exemple, ou encore comment lutter contre la pêche illégale en Afrique de l'Ouest, quel impact sur l'environnement, tant de questions que nous abordons tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous. L'avenir des mers et des océans se joue en partie à New York pendant cette conférence inédite des Nations Unies sur l'océan. Vital au bien-être de l'humanité, l'océan est en péril. Cette conférence tente de mobiliser les États et les différents acteurs pour agir dans l'urgence. Des milliards de personnes sont dépendantes des océans pour se nourrir. Illustration de la dégradation de l'océan et de son impact sur l'activité humaine et la faune avec Eric Manirakiza. Les océans occupent 72% de la superficie du globe et représentent le principal régulateur du climat terrestre. Ils produisent la moitié de l'oxygène et absorbent un tiers du dioxyde de carbone qui engendre le réchauffement climatique. Dans les pays en développement, l'océan est encore plus vital. La pêche constitue la principale source de nourriture et de revenus. Environ 97% des petits pêcheurs dépendent de cette activité. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la pêche n'est plus abondante comme avant. Bon, lorsqu'on était petit et que nos parents allaient à la pêche, ils ne restaient pas toute la journée à aller à chercher du poisson. Alors qu'actuellement, nous, on fait toute la journée, on part 7 h le matin pour revenir 18 h ou 19 h avec de maigres quantités de poissons. On pêchait avant. Maintenant, les bateaux en pêche, avec les bruits des moteurs et autres là, les poissons ne descendent plus comme avant. Oui. 17% des protéines animales au niveau mondial proviennent des poissons. Cette proportion s'élève à plus de 50% dans la plupart des pays les moins développés. Mais la pêche illicite menace la reproduction du poisson, comme en Côte d'Ivoire. Non seulement nous disposons de kits satellitaires pour détecter les pêcheurs frauduleux, mais Dieu merci, nous avons aujourd'hui le patrouilleur émergence qui peut nous permettre d'aller à leur rencontre. Le tourisme et le commerce dépendent également d'une bonne santé des océans. Malgré le rôle clé des océans pour préserver la vie sur Terre, les activités de l'homme dégradent et détruisent les écosystèmes marins. Le retrait américain de l'accord de Paris augmenterait la température du globe de 0,3 degrés Celsius, estime l'ONU. En plus du changement climatique, la seule pollution par les déchets plastiques tue chaque année 1 million d'oiseaux, 100 000 mammifères marins et d'innombrables poissons et autres créatures des mers. Les populations côtières sont les plus vulnérables. Une montée de seulement 50 cm des eaux des océans obligera au déplacement de 1,2 million de personnes dans des îles des Caraïbes, de l'océan Indien et du Pacifique. Et avec nous en direct d'Abidjan, Michel Segui, vous êtes secrétaire général de l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. À Dakar, nous rejoindrons Ahmed Diam, porte-parole de Greenpeace Afrique, et puis Alban Lazare, chercheur du au laboratoire d'océanographie et du climat à Marseille, en France. Et dans notre studio à New York, Vassen Kopaïmoutou, vous êtes océanographe et ingénieur en environnement. Ouvrons cette discussion par une carte édifiante sur les effets du réchauffement climatique. Les scientifiques prévoient que les zones rouges que vous pouvez voir ici et oranges verront une diminution du potentiel maximal de prise, c'est-à-dire la quantité de ressources maritimes. Alors justement, Vassen Kopaïmoutou, vous pouvez nous en dire plus? Quel va être l'impact exact ?
Mais écoutez, avec le réchauffement climatique, les masses océaniques sont effectivement en train de prendre du volume, donc de gonfler. Et on se retrouve dans les zones océaniques avec un relèvement du niveau de la mer de quelques millimètres par année, avec à moyen et à long terme donc un danger pour toutes les zones côtières. Ce réchauffement vient aussi diminuer la quantité d'oxygène disponible dans la colonne d'eau, ce qui entraîne aussi des fois des phénomènes d'eutrophication et d'autres phénomènes comme la contamination des aquifères, donc les poissons qui plongent beaucoup plus profondément dans les océans, donc qui sont plus difficilement qu'on peut plus difficilement capturer. Et donc beaucoup de phénomènes qui viennent finalement bouleverser tout cet équilibre qui s'est établi pendant des milliers d'années et du coup qui viennent aussi bouleverser la survie des populations côtières des régions africaines et des petits États insulaires. Alors justement, avant qu'on aille un peu plus en détail dans cette émission, c'était une première, cette conférence Océan, à laquelle vous avez pris part et vous êtes à New York pour ça. Pourquoi une prise de conscience aussi tardive ? Je pense que beaucoup de personnes ne conçoivent pas toujours l'océan et l'importance de l'océan comme il se doit. Souvent, quand on vit dans des pays africains ou des petits États insulaires, on regarde toujours l'intérieur de l'île, on regarde la mer autour de nous, mais pour nous, c'est une frontière. Alors qu'aujourd'hui, je crois que vraiment les petits États insulaires et les États africains viennent de se rendre compte que peut-être l'appellation petits États insulaires ne s'applique plus aujourd'hui. On devrait plutôt parler de grands États océaniques plutôt que de petits États insulaires. Juste pour une comparaison, la zone économique exclusive de l'île des Seychelles est plus grande ou presque aussi grande que l'État de l'Alaska au complet aux États-Unis. Donc c'est je pense cette conception qu'une île est petite et isolée qui a commencé à changer, où on se rend compte qu'une petite île peut couvrir une superficie aussi grande qu'un État américain, qui est venu bouleverser la donne. Et avec tout ça, naturellement, tous les bouleversements géopolitiques, tous les bouleversements économiques, on se rend compte aussi de plus en plus que tout ce qui a été fait sur Terre a été fait, mais qu'aujourd'hui, les océans représentent la dernière frontière. Pour certains investisseurs, un Eldorado. Pour certaines populations, des ressources qui s'effondrent. Donc il y a beaucoup d'enjeux au niveau de cette conférence. Et je pense que les Nations Unies sont là aujourd'hui et se sont rendus compte qu'il est important aujourd'hui de décider qu'est-ce qui va se passer. L'avenir des océans va influencer l'humanité, la sécurité alimentaire et puis bien sûr les zones internationales. On va revenir sur toutes ces questions-là. Alors Michel Segui, mer et océan, est-ce que c'est une même problématique? On a les côtes atlantiques, on a des mers, on peut parler de la Méditerranée. Est-ce que c'est la même problématique pour les deux zones? Oui, c'est pratiquement la même problématique que nous avons. Nous avons maintenant, ce que nous rechargeons, c'est avec les effets climatiques. On a du mal à vous entendre, monsieur Michel Segui. Alors, on va aller directement vers Alban Lazare, le temps qu'on retrouve la connexion avec Michel Segui. Alban Lazare, justement sur cette question, est-ce que les mêmes défis se présentent pour gérer la question de la mer ou des océans? Est-ce que ce sont les mêmes défis? Alban Lazare? Alors apparemment, nous avons aussi perdu Alban Lazare. Alors je vais revenir vers Ahmed Diam à Dakar. Ahmed, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir Ahmed Diam. Ahmed Diam. Bon, alors nous allons reprendre la direction de New York puisqu'on a quelques difficultés pour joindre nos autres invités. On reviendra bien sûr avec eux. Bonsoir Ahmed Diam. On était en train de parler des défis majeurs à relever aujourd'hui. Est-ce que la problématique entre les mers et les océans sont les mêmes? Est-ce qu'il y a les mêmes défis? Oui, je crois que les problématiques restent les mêmes. Donc, si nous considérons qu'effectivement, les changements climatiques vont impacter sur les océans comme sur les mers, pratiquement de la même façon, même si bien sûr on peut avoir des légères différences, mais toujours est-il que ces changements climatiques vont donc effectivement lourdement avoir des impacts sur aussi bien les États, n'est-ce pas, côtiers, et aussi sur les communautés qui dépendent de ces océans en termes de moyens de subsistance, mais aussi et surtout en termes de
d'éléments nutritionnels. Alors, on parle beaucoup de la pression, enfin des pressions humaines. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, les pressions humaines sur les océans? Est-ce que c'est la cause majeure de tous ces dérèglements, justement? Écoutez, bien sûr, parce que si nous prenons un peu les changements climatiques, donc la cause principale, c'est effectivement l'activité humaine. Bien sûr, à ces changements climatiques, on ajoute déjà, parce qu'il faut savoir que les océans, par exemple les océans de l'Ouest, ont été depuis très longtemps donc les stocks sont exploités de manière très abusive. Et maintenant, à cela s'ajoute, n'est-ce pas, donc ce réchauffement climatique. Oui, on peut dire que c'est la main de l'homme qui est quand même derrière ces règlements de façon globale. Alors, on me dit que Alban Lazare est à nouveau en ligne avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Alban Lazare, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. On était justement en train de parler des causes, on parlait des pressions humaines notamment, et qu'est-ce qu'il en est de la surexploitation, de la pêche destructive, illégale, non réglementée, enfin toutes ces pratiques humaines, est-ce que c'est ça qu'on appelle la pression humaine, et est-ce que c'est ça aujourd'hui qui met en danger les océans et les mers? Je dirais que c'est la pêche, évidemment, mais cela aussi correspond à des pressions sur la qualité des eaux, donc tout ce qui est pollution, et puis aussi la pression sur le littoral, la surpopulation du littoral, et donc on a un ensemble de pressions humaines anthropiques qui menacent toujours l'environnement marin. Il faut trouver un équilibre entre nos besoins et la capacité de l'océan. Alors Michel Segui, on nous parle d'une destruction, puisque là à New York, la sonnette d'alarme a clairement été tirée. On nous dit qu'il y a une destruction de certaines espèces exotiques, qu'il y a le changement climatique qui modifie, qui acidifie les eaux, qui modifie justement les eaux. Alban Lazare en parlait. Est-ce que c'est ce que vous aussi vous observez à travers votre association quand vous êtes justement en mer? On observe pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes pratiques au niveau de la mer. Quand nous sommes en mer, il y a des remontées, il y a beaucoup de mouvements que nous sentons maintenant. Et il y a aussi la chaleur forte que nous sentons. Il y a aussi le fait que plusieurs fois nous sommes victimes de dégradation au niveau des cours d'érosion, au niveau de tous ces phénomènes-là que nous avons bien dit. Ça se passe pratiquement tout le temps. Et nous sommes confrontés au déplacement massif des populations qui vont vers d'autres cieux. Et il faut dire aussi que tout cela vraiment fait que la pêche ne donne pas accès normalement comme je vois. Et nous sommes contraints, nous sommes victimes de tout cela. Et voilà un peu comment nous vivons chaque jour et chaque moment cette situation. Alors, Vassen Kopaïmoutou, est-ce qu'on peut dire que le littoral africain aujourd'hui est le plus touché qu'ailleurs? Définitivement, parce que vous savez, quand il s'agit de gouvernance des océans, il s'agit aussi de contrôler ces zones maritimes, justement pour faire la police un petit peu par rapport à tout ce qui se passe dans une zone économique exclusive. Imaginez la taille d'une île comme les Seychelles, qui possède une zone océanique qui est aussi grande que l'Alaska, le nombre de bateaux et les technologies qui seraient nécessaires pour surveiller cette zone économique exclusive. Et tous les pays africains se trouvent dans la même situation où ils ont très peu de ressources pour contrôler ces zones exclusives, et il y a beaucoup de pêche qui se déroule, donc d'activités de pêche qui se déroulent dans ces zones extrêmement grandes, qui sont difficilement contrôlables. Et ça cause effectivement de gros soucis par rapport à la pêche non réglementée, non rapportée, la pêche illégale. Et on sait qu'il y a beaucoup de bateaux asiatiques, de bateaux européens qui sillonnent un petit peu toutes ces zones. Et donc tout ce qui est gouvernance des océans, ça devient vraiment un enjeu stratégique, non seulement par rapport à ces pays qui prennent ces protéines pour nourrir leur population, mais aussi par rapport aux États africains, aux petits pêcheurs artisanaux qui, eux, dépendent de ces protéines pour leur survie. Donc il y a une compétition par rapport à ces zones océaniques, par rapport aux protéines donc, des poissons.
Alors, Et il y a aussi beaucoup de pression, oui. Alors, on reviendra sur toutes ces pressions-là aussi. En tout cas, il y a beaucoup de réactions de nos téléspectateurs qui se trouvent sur le continent. On va prendre les réactions, les commentaires Facebook, notamment avec Janvier Ouniémé au Togo qui nous dit « Il faut sécuriser la mer et l'océan et recruter ces pêcheurs illégaux ». Hassan Omar Boulalé à Djibouti nous dit « La planète a besoin de leaders visionnaires qui sont capables de traiter les problèmes écologiques et climatiques en priorité et surtout des leaders qui pensent aux générations futures ». Archiduc Théodore au Tchad nous dit « Pour combattre efficacement la montée des eaux, il est nécessaire de construire des barrages et des digues ». Et enfin, Alphonse Mbouaki en RDC qui nous dit « La lutte contre la piraterie maritime nécessite une mutualisation des efforts des nations en matière d'action militaire et de logistique financière. Les mers doivent être sécurisées militairement par des armées maritimes internationales, sous-régionales et régionales. On va marquer une courte pause et puis on va revenir pour la deuxième partie de Washington Forum. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. De retour dans ce Washington Forum, on prend la direction du Sénégal. Nous allons exactement à Joal, petit port de pêche où le secteur est en crise. Les poissons sont petits et les pêcheurs doivent s'aventurer de plus en plus loin en mer pour remplir leurs filets. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, explique que plus de la moitié des ressources halieutiques d'Afrique de l'Ouest ont drastiquement diminué. Un reportage de Richie Sairok et un récit de Dilidico. À première vue, la pêche a été bonne. Mais la prise est presque entièrement composée de sardinelles, appelées yaboy au Sénégal. Oubliez les gros poissons autrefois abondants. Il y a plus de yaboy que de maquereaux. La surexploitation est en train d'épuiser les ressources maritimes de l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal n'y échappe pas. Selon les autorités, les navires de pêche industriels étrangers pillent les réserves de poissons et détruisent la faune marine. Le mérou, un séranidé appelé tiof par les locaux, est de plus en plus difficile à trouver. Les pêcheurs doivent s'aventurer plus loin en mer pour en ramener et la facture carburant est de plus en plus salée. Les poissons que nous cherchons s'abritent sous les rochers et les rochers ont été détruits par des bateaux industriels. Nous devons pêcher dans les eaux bissau-guinéennes puis revenir au Sénégal. La pêche illégale par les locaux contribue aussi au problème. Bon, le gouvernement fait des efforts, mais vous savez, au niveau de la base, c'est très compliqué. Par exemple, ici, au niveau de, par exemple, certaines localités, comme à Saint-Louis, par exemple, ils font des pêches par groupe. Par exemple, aujourd'hui, c'est un quartier qui va pêcher le lendemain, ainsi de suite. Mais aussi, c'est au niveau de Joal, on n'a pas encore réussi ça, par exemple. Là, vous voyez, tous les pêcheurs vont en mer. Ce qui fait que, quand ils viennent, ils amènent beaucoup de poissons parfois et le prix n'est pas bien. Là, vous voyez. Les pêcheurs savent qu'ils saturent le marché avec trop de sardinelles à bas prix, mais ils n'ont pas le choix. La pêche est leur source de revenus principale. La prise de la journée est livrée au fumoir local où elle est transformée pour l'exportation, ou vendue fraîche au marché. L'économie locale repose sur la pêche. Les temps sont durs, y compris pour les vendeurs de gros poissons. La rareté de certaines espèces a fait flamber les prix et le kilo de tiof a doublé en 5 ans selon les autorités locales. Et toujours avec nous en direct d'Abidjan, Michel Segui, secrétaire général de l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Alban Lazare, chercheur au laboratoire d'océanographie et du climat à Marseille. De notre studio à New York, Vassen Kopaimutu, vous êtes océanographe et ingénieur en environnement. Et puis à Dakar, notre autre invité, Ahmed Diam de Greenpeace. Et justement, en 8 ans, l'ONG Greenpeace a décompté 114 cas de pêche illégale commis par des navires en majorité chinois dans les eaux de la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal ou encore la Sierra Leone. Ahmed Diam, qu'est-ce qui justifie une telle présence des navires chinois dans les eaux ouest-africaines? Je pense que
un des invités l'a déjà mentionné, nous sommes bien sûr dans une zone extrêmement poissonneuse, mais également extrêmement, disons, pauvre en matière d'équipement et de moyens et de technologies aussi pour faire ce qu'on appelle la surveillance des océans. Donc, dans la sous-région, effectivement, la plupart des pays n'ont pas les moyens qu'il faut pour surveiller effectivement la totalité de leur zone économique exclusive. Donc, c'est ce qui effectivement pousse un peu les compagnies étrangères et aussi certains bateaux nationaux, parce qu'il ne faut pas aussi pointer du doigt et toujours indexer les étrangers. Les nationaux aussi ont une part de responsabilité dans cette pêche illégale. Donc c'est effectivement cette combinaison donc, de facteurs qui fait que, voilà, donc nous sommes, la zone ouest africaine est une zone assez quand même, disons, exposée, n'est-ce pas, en ce qui concerne ces activités de pêche illégale. Alors, Michel Segui, vous êtes à Abidjan. On sait qu'il y a, on a vu là le cas du Sénégal, mais est-ce qu'à Abidjan, il y a de la pêche illégale aussi à ce point-là? Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises, des amendes, des façons de dissuader justement ces pêcheurs? Oui, en effet, cette pêche INN se fait vraiment beaucoup accentuer. On la sent à tout moment. Et nous sommes vraiment gênés sur ce point-là, et que la pêche, en tant que pêcheur artisan, nous avons d'énormes problèmes pour pouvoir nous-mêmes mettre à la pêche, parce que ces bateaux sont à tout moment sur nos eaux, qui ravagent tout. Mais est-ce qu'il y a des actions? On sait qu'il y a des patrouilleurs, mais est-ce qu'il y a des actions? Est-ce que les capitaines de navires sont arrêtés? Est-ce qu'il y a des amendes? Est-ce qu'elles sont payées? À quoi ça ressemble pour pouvoir sanctionner ces pêches illégales? Bon, mais Dieu merci, de temps en temps maintenant, nous avons, avec les patrouilleurs que l'État a mis à disposition, qui sont souvent sur les eaux. Mais aussi, il faut dire qu'au niveau de l'ADEPA, il y a des actions collectives qui sont menées, qui sont faites des sensibilisations, pour qu'il y ait des co-gestions à ce niveau-là. Il y a aussi au niveau de sensibilisation sur les phrases pour que les pêcheurs sachent comment il faut intervenir, comment il faut signaler, comment il faut vraiment prendre le taureau par le corne. Et tout cela se fait au niveau de la DEPA. Et nous sommes encore en deuxième parce qu'il y a des formations qui se font à ce niveau-là. Et voilà comment on arrive à surmonter ce niveau-là. Alors Vassen Kopaï-Moutou, je vais revenir vers vous. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez un petit peu avant. On sait que Ali Bongo, le président gabonais, a présenté la gestion durable de l'espace maritime du Gabon aux Nations Unies cette semaine. Il dit « Nous avons créé un Conseil national de la mer qui est à l'origine, à l'organe de conception. » On parle de stratégie maritime. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'un chef d'État, qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire concrètement? En fait, les enjeux principaux de la conférence sont vraiment l'utilisation des océans et des zones économiques exclusives qui sont très vastes. Non seulement pour la pêche, qui est déjà donc, justement pratiquée dans ces pays-là, mais aussi pour, par exemple, les ressources en gaz, en produits en hydrocarbures, pour des produits par rapport à la biotechnologie marine, par rapport à d'autres, par exemple à la production d'énergie, aussi par rapport aux océans. Donc cette conférence discute un petit peu l'avenir et la gestion, la gouvernance des océans. Donc comment est-ce que les États vont gérer les océans? Et on est vraiment à une étape critique du développement, on va dire, de l'humanité, parce que les décisions qui vont être prises aujourd'hui auront des impacts dans le long terme. Ce qui va se décider par rapport à la stratégie de gestion des océans, on sait que les stocks de poissons sont déjà détruits à peu près 50% dans l'Afrique de l'Ouest. On sait que sur Terre, on sait très bien ce qui s'est passé par rapport au réchauffement climatique, par rapport à l'environnement. Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs dans la mer? Donc les forces un petit peu en présence par rapport à cette conférence, moi je le sens comme naturellement les industriels qui veulent retirer des bénéfices financiers par rapport à la mer, les artisans qui, eux, essaient de défendre un petit peu leur position par rapport à la sécurité alimentaire, et les politiques aussi qui veulent promettre des emplois et un développement économique pour le pays. Donc c'est cette balance et cet équilibre qui se joue à New York et qui est vraiment très importante aujourd'hui. Et il faudra surtout qu'on n'oublie pas qu'on a fait des erreurs sur Terre et qu'il ne faut pas qu'on les répète dans la mer et dans les océans parce qu'il n'y a pas de planète B. Une fois que les océans seront exploités, ce sera fini. Alors, Alban Lazare, une fois que les océans seront exploités, ce sera fini. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens de dissuasion? On sait que la Chine et l'Inde font partie des grands pays qui exploitent les océans et les mers un petit peu à travers le monde. On parle de surpêche également. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, une fois qu'on a fait le constat?
selon moi, si vous m'entendez correctement. On vous entend, allez-y. Je pense que pour éviter justement les erreurs qui ont été discutées par mon collègue dans la mer, je pense que ce qui manque en Afrique actuellement, c'est des savants. Évidemment, je prêche pour ma chapelle, mais des savants des mers, c'est-à-dire que la communauté scientifique africaine est forte sur le continent, mais elle reste très faible sur les océans. Et c'est tout le sens de notre travail à Dakar et au Sénégal en général, que mène l'Institut de recherche pour le développement et diverses universités, de former les futurs savants océanographes qui pourront répondre précisément aux demandes de la société, des politiques, en termes de phénomènes physiques, de phénomènes biologiques, marins. Et actuellement, on a du travail à faire, et c'est pour ça que je me rends encore à Dakar ce week-end, pour former les jeunes. Et ça, c'est au niveau universitaire, mais je pense qu'il y a un deuxième volet qui est un des grands oubliés de ces textes discutés à l'UNESCO que j'ai parcouru tout à l'heure, c'est l'éducation des enfants. On sait bien que c'est souvent comme ça que se font les évolutions. Il faut qu'à l'école, dans les écoles africaines, notamment du littoral, que soient enseignées les notions. Alors Michel Segui, là, Alban Lazare vient de parler de l'éducation. On parle depuis tout à l'heure de prise de conscience des gouvernements. On sait qu'il y a eu la charte de Lomé. Est-ce que dans cette charte, il y a un volet éducation pour pouvoir faire prendre conscience à la société dès le plus jeune âge qu'il faut préserver les océans? En effet, c'est vraiment ça se passe là. Il y a des textes qui réglementent un peu la pêche au niveau Afrique, comme précisément en Côte d'Ivoire. Donc des textes qui planifient un peu la gestion des ressources, la gestion des océans, et au niveau des dispositions de la pêche artisanale. Et tout cela se fait. Mais c'est maintenant qu'il faut dire merci, parce que l'État maintenant commence avec un patrouilleur qui essaie de nous aider à chasser ces bateaux fantômes que nous trouvons dès l'aurore, qui viennent tout racler au dépassage. Et maintenant, je pense qu'il y a une sonnette d'alarme et tout se passe bien maintenant, avec les plaidoyers surtout au niveau de nos organisations, et surtout au niveau de la fédération ivoirienne, aussi se fait au niveau régional par l'ADIPA, qui sensibilise, qui fait des actions collectives et qui montre comment les pêcheurs doivent s'y prendre, parce que ça dépend aussi de notre vie. La seule activité que nous avons, si on ne fait rien, pour cela, on ne peut pas vivre. Donc vraiment, effectivement, de nos jours, c'est fait. Voilà. Alors, on va donner la parole à Ahmed Diam rapidement. Ahmed Diam, est-ce que pour vous, aujourd'hui, cet accord de Lomé, au moins pour cette charte de Lomé, au moins pour l'Afrique de l'Ouest, qui concerne 15 pays, est l'une des solutions sur laquelle il faut travailler, un des vecteurs sur lequel s'appuyer? Oui, effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que individuellement, nous ne pouvons pas régler le problème. Donc il faut se mettre ensemble. Et effectivement, pour se mettre ensemble, il est important donc d'avoir ce genre de charte. C'est important d'avoir une charte, mais aussi c'est important également que les pays mettent les moyens qu'il faut pour que effectivement cette charte soit véritablement mise en place, mise en œuvre correctement, pour qu'on puisse effectivement voir les bénéfices. Sinon, si effectivement... nous avons un peu de mal avec la connexion. En tout cas, merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités à New York, à Dakar, à Abidjan et à Marseille. Merci à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Washington Forum. Peut être stable, non? Stable. Ouais.